Bonjour, chers étudiants et étudiantes. On se retrouve encore une fois pour terminer l'explication du cours, surtout des deux derniers chapitres qui nous restent. Tout d'abord, je tiens à vous faire un petit rappel sur l'intérêt de la matière, de l'économie internationale, surtout avec les perturbations que vous voyez actuellement, d'où l'intérêt porté à l'économie mondiale. D'ailleurs, on a bien vu dans les deux premiers chapitres, que ce soit le chapitre théorique, que ce soit le chapitre sur les politiques commerciales internationales, comment les grands économistes anciens et puis nouveaux cherchent l'équilibre au niveau mondial. Au niveau théorique, si je fais un petit rappel historique, nous avons vu aussi bien les théoriciens traditionnels que les nouveaux théoriciens, comment ils ont expliqué l'économie mondiale en donnant l'intérêt à l'économie mondiale et en essayant de dire que tous les pays doivent participer au commerce mondial et ils vont gagner du commerce mondial. De la même manière, au niveau des politiques commerciales que nous avons vues et expliquées la dernière fois, les deux politiques, que ce soit le protectionnisme et le libre-échange, nous avons bien expliqué qu'en général, le libre-échange a toujours été la règle, mais on avait vu historiquement plus de périodes protectionnistes que de libre-échange. Et depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à maintenant, le libre-échange a été imposé à tous les pays du monde. Et je vous dirai vers la fin comment le libéralisme actuellement, il est critiqué, il est remis en question. Alors aujourd'hui, on explique les deux derniers chapitres qui restent, l'un sur le système monétaire international et puis l'autre sur les organisations économiques internationales. Le but, comme je l'ai dit, même au niveau de ces deux chapitres, c'est toujours la recherche de l'équilibre mondial. En ce qui concerne le chapitre sur le système monétaire international, il faut surtout retenir, s'il vous plaît, historiquement, qu'au début de l'humanité, les échanges se faisaient sous forme de troc, c'est-à-dire échanger une marchandise contre une autre marchandise sans qu'il y ait intervention de la monnaie. Et avec le temps, avec l'augmentation des échanges, on avait choisi certains biens qui jouaient le rôle de système de pesée, vendre et acheter les biens en essayant de les comparer à un troisième bien qui jouait le rôle d'équilibre au niveau des pesées. Et avec le temps, on avait pris en considération, avec la découverte des métaux précieux, les métaux précieux sont devenus aussi comme des devises clés au niveau des échanges. C'est-à-dire, on pouvait échanger les marchandises en prenant en considération comme métaux précieux qui jouaient le rôle de moyens d'échange, que ce soit le bronze, le zinc, le fer, l'or, l'argent, etc. Tous les métaux précieux jouaient le rôle d'intermédiaire des échanges. Mais avec le temps, on a compris que tous ces métaux précieux pouvaient perdre de leur importance, de leur poids, sauf deux, qui étaient l'or et l'argent. Et donc, on avait commencé à parler 17e, 18e siècle, les siècles du bimétallisme or-argent, c'est-à-dire que l'or et l'argent étaient frappés sous forme de monnaie et puis jouaient le rôle d'intermédiaire des échanges. Et avec le temps, surtout au niveau du début du 19e siècle, on avait remarqué que l'or était plus important que l'argent pour sa beauté et pour sa rareté. Donc on a commencé à parler du siècle du monométallisme or, parce que l'or jouait le rôle de monnaie comme intermédiaire des échanges. Alors comme vous le savez, comme la première puissance économique du monde à l'époque, c'était l'Angleterre, et comme sa monnaie mondiale, c'était la livre sterling, on avait commencé à remarquer qu'un tas de pays essayaient d'utiliser leur monnaie comme moyen d'échange, et il y avait une inflation monétaire, une véritable inflation monétaire qui a poussé la Banque centrale d'Angleterre à essayer de donner une solution à cette inflation. Et donc, on a essayé de comparer la livre sterling et donc toutes les monnaies en général à l'or. C'est pour cette raison, s'il vous plaît, que si on veut définir le système monétaire international historiquement, il faut comprendre qu'il est passé par trois étapes. On a connu trois types de systèmes monétaires internationaux. Le premier système, c'est ce qu'on appelle le système étalon or. Et l'étalon, c'est-à-dire le moyen de mesure, l'instrument de mesure, c'est l'or. Il a commencé à la fin du 19e siècle jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale.
Le deuxième système monétaire international, c'est ce qu'on appelle le système d'étalons or pour le change, ou ce qu'on appelle les systèmes de Bretton Woods. Et je vais vous dire pourquoi on l'a appelé de Bretton Woods. Il est de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 73. Et le troisième système monétaire international, c'est le système que nous vivons maintenant. Il débute de 1973 jusqu'à maintenant. Alors la différence des trois systèmes qu'il faut bien comprendre, c'est que le premier système, on l'a appelé le système d'étalons or. L'or, le métal or, c'était l'instrument étalon. L'étalon de mesure, c'était l'or dans le premier système. Dans le deuxième système, l'étalon, c'est le dollar, parce que les États-Unis sont devenus première puissance économique du monde après la Seconde Guerre mondiale, et donc le dollar est devenu l'instrument étalon. Le troisième système monétaire international, il démarre de 1973 jusqu'à maintenant, c'est le système actuel, et il est caractérisé aussi par l'apparition du système monétaire européen, je vais vous en parler tout à l'heure. Et donc l'étalon, c'est le dollar et en même temps ce qu'on appelle des droits de tirage spéciaux, une autre monnaie à côté du dollar. Alors au niveau du premier système, ce que vous devez comprendre, que ce soit le premier, le système ou le deuxième système, l'or, il est apparent, il joue un rôle de monnaie mondiale, mais il y a une différence entre les deux systèmes. Donc il faut comprendre qu'il y a une différence entre ce qui se passe théoriquement, entre la théorie, comment on essaie de décrire ce système théoriquement et qu'est-ce qui se passe dans la réalité. Alors théoriquement, le premier système monétaire international, c'est-à-dire l'étalon or, où l'or jouait le rôle de monnaie, c'est-à-dire toutes les monnaies étaient convertibles par rapport à l'or, et comme l'or ne changeait pas de valeur, donc toutes les monnaies ne pouvaient pas changer de valeur, donc il y avait une stabilité monétaire, et on parlait des relations monétaires avec l'or, on parlait des relations au pair. Au pair, c'est-à-dire la parité, c'est l'équivalence entre les monnaies et l'or. Donc cette parité, l'existence de l'or en tant que monnaie, permettait la stabilité des paiements. Mais on a remarqué, vu l'importance de la Grande-Bretagne à l'époque, qui était la première puissance économique du monde, dans la réalité, les choses ne se passaient pas comme en théorie. Parce que comme la livre sterling, c'était la monnaie du pays dominant de l'époque, donc la majorité des pays commençaient à utiliser beaucoup plus la livre en abandonnant l'or, à tel point qu'on a commencé à parler de l'époque de l'étalon sterling, tellement la livre sterling, elle a pris plus de place par rapport à l'or. Et en plus, il y avait un tas de banques internationales, de banques centrales à l'échelle mondiale qui dépendaient de la banque centrale anglaise et automatiquement essayaient de rassembler le maximum de devises en livres qui étaient à l'échelle mondiale. On a remarqué que la situation était inflationniste et on arrive à la fin au début à la veille de la Première Guerre mondiale où l'Angleterre a baissé, sa valeur a baissé, son prestige a baissé au profit de l'arrivée d'une autre puissance qu'on sentait, l'arrivée de la puissance américaine. Donc de 1914 jusqu'à 1945, ce qu'on appelle entre les deux guerres, il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de perturbations avec les guerres, avec la crise de 1929. Donc le rôle a été délaissé de côté, on n'en parlait pas, on ne parlait pas d'un autre système. Donc c'était une période critique. Mais on sentait l'arrivée d'une autre puissance et on essayait de penser à un autre système monétaire international. C'est pour cette raison qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a institué un nouveau système qu'on appelle le système de Bretton Woods, qu'on appelle le système de change. Pour quelle raison? Parce que il y avait une conférence dans une ville américaine appelée Bretton Woods en 1944 et c'est dans cette ville-là qu'on a édifié le nouveau système monétaire international qui est resté de la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1973. Alors, quelles sont les particularités de ce système par rapport au premier? C'est que c'est un système où l'or, il est toujours considéré comme monnaie, mais seulement au niveau de la banque centrale. C'est-à-dire qu'il n'y a que la banque centrale qui peut changer les monnaies en or. Mais le secteur privé et les particuliers n'avaient plus le droit d'utiliser l'or, qui restait seulement moyen entre les mains de la banque centrale. Donc, la différence entre le premier système et le deuxième système,
c'est qu'au lieu de la livre, le deuxième système, c'est le dollar qui est monnaie mondiale. Mais l'or, au niveau du premier système, il était utilisé par les banques et par les particuliers, par le secteur privé. Mais au niveau du deuxième système, il n'y a que les banques centrales qui l'utilisent. Mais le problème qui s'est posé, c'est que, comme pour la livre sterling au niveau du 19e siècle, le dollar est devenu dominant après la Seconde Guerre mondiale. Et nous savons très bien qu'après la Deuxième Guerre, l'Europe était détruite et on avait besoin de l'aide Marshall, on avait besoin d'une finance internationale. Et donc le rôle des États-Unis, c'était d'alimenter l'économie mondiale en dollars. Donc on est tombé dans ce qu'on appelle les marchés des euro-dollars. Des euro-dollars, c'est-à-dire des dollars qui circulaient en excès dans le monde entier. Donc on est tombé encore dans une deuxième inflation monétaire, avec l'excès de dollars en circulation. Le dollar a perdu de sa valeur. Il y a plusieurs périodes de dévaluation du dollar, surtout entre la décennie 60 et 1970. Donc tout le monde réfléchissait qu'il était très difficile de laisser une monnaie appréciée qui est l'or. On ne peut pas la laisser attachée au dollar qui est devenu une monnaie dépréciée. Donc il y a eu la spéculation sur le dollar. La majorité des pays cherchaient à se débarrasser du dollar à la recherche de l'or. Et comme l'or, comme métal précieux, n'était pas abondant, notamment dans tous les pays, c'était très difficile de laisser le dollar attaché à l'or. C'est ce qui a poussé le président américain à l'époque, en 1973, de déclarer l'inconvertibilité du dollar en or. Donc il y a eu automatiquement un détachement du dollar en or et on tombe dans le troisième système de 1973 jusqu'à maintenant, c'est le système de change flottant. Le système de change flottant, c'est-à-dire que toutes les monnaies sont converties les unes dans les autres sans qu'il y ait intervention de l'or. L'or est resté seulement une monnaie au niveau des banques centrales. Donc si on doit comparer les trois systèmes, les deux premiers systèmes, le premier et le deuxième système, l'or est apparent et il y a la fixité du change, que ce soit dans le premier système, que ce soit dans le deuxième. Mais la différence, c'est que dans le premier système, l'or était utilisé par les banques centrales, par les particuliers, par le privé, mais dans le deuxième système, l'or est seulement entre les mains des banques centrales. Le troisième système, l'or il a été détrôné, il a été suspendu, il a été détrôné, il ne joue plus son rôle monétaire, il n'y a que le dollar qui est devenu monnaie mondiale. De ce troisième système émane le système monétaire européen. C'est ça la particularité du troisième système monétaire international. Nous savons très bien que l'Union européenne était d'abord une union économique avant qu'elle ne soit monétaire, et ils ont démarré avec 6 pays, et leur union était d'abord une union sur le plan économique, sur le plan agricole, et pour protéger leur politique agricole commune, qu'on appelle le PAC, ils devaient automatiquement laisser une réserve entre les monnaies européennes, parce que en général toutes les monnaies avaient une parité par rapport au dollar qui était une monnaie mondiale, mais comme le dollar était souvent perturbé, les pays européens se sont décidés de penser à leur propre système monétaire et ils ont démarré d'abord par fixer une certaine équivalence entre les monnaies européennes. Donc toutes les monnaies européennes devaient respecter les particularités de ces monnaies et en même temps la particularité avec le dollar. Ça veut dire que les pays européens ils pouvaient faire fluctuer leur monnaie en essayant de sauvegarder une certaine marge de fluctuation au niveau des monnaies européennes et une marge beaucoup plus grande avec le dollar. C'est ce qu'on a appelé, certains économistes, ils ont commencé à appeler ceci le serpent monétaire dans le tunnel. Le serpent monétaire, il représente les monnaies européennes qui peuvent fluctuer entre le ventre du serpent, c'est-à-dire la valeur basse des monnaies européennes, et le dos du serpent, c'est-à-dire le plancher, la valeur haute des monnaies européennes. Et en même temps, ils devaient respecter la fluctuation avec le dollar. Alors les fluctuations avec le dollar, c'est ce qui est représenté dans le tunnel,
avec le sommet du tunnel, qui est la valeur la plus haute, et le bas du tunnel, qui est la valeur la plus basse. Et avec le temps, les pays européens ont remarqué qu'il était beaucoup plus intéressant d'adopter leur propre monnaie, l'euro. C'est pour ça qu'ils ont institué leur véritable système monétaire européen, qui a démarré le 1er janvier 1999. Donc, à partir de ce système monétaire international, on remarque, vu la mondialisation des économies, vu la régionalisation, le développement des pôles régionaux et des régions économiques dans le monde, nous remarquons, on peut se poser la question, est-ce que le monde va évoluer vers une monnaie internationale, peut-être après le dollar, ou vers des monnaies régionales? Ce qu'on remarque actuellement avec la crise de l'économie américaine, avec la crise du dollar, avec les perturbations actuelles, avec l'existence de groupements régionaux, que ce soit ALENA, l'Union européenne, l'ASEAN, au niveau de l'Afrique, de Mercosur, de l'Amérique latine, les pays du Golfe, etc., on remarque, comme le monde évolue vers des groupements régionaux, et il est fort probable que dans l'avenir, il y aurait plus de monnaies régionales qu'une monnaie internationale. Alors ça, c'est en ce qui concerne le chapitre sur le système monétaire international. Quant au deuxième chapitre, qui reste le chapitre sur les organisations économiques internationales, nous savons très bien qu'après la Seconde Guerre mondiale, la notion de sous-développement a pris naissance. Pour la première fois qu'on a commencé à voir les pays développés et les pays moins développés, on a commencé à voir un tas de pays qui ont commencé à avoir leur indépendance politique. La problématique s'est posée aussi pour les pays européens qui étaient détruits par la guerre. Donc il y a eu beaucoup de perturbations à l'échelle mondiale après la Seconde Guerre mondiale. Et donc automatiquement, là aussi, dans la conférence de Bretton Woods en 1944, les pays développés, les responsables des pays développés, ils ont pensé à instituer une coopération mondiale entre les pays développés et les pays en développement et à créer ce qu'on appelle les organisations économiques internationales. Et c'est comme ça qu'on a créé un tas d'organisations à travers cette conférence de Bretton Woods, des organisations d'abord sur le plan commercial. On a créé le GATT qui par la suite, en 1995, sera remplacé par l'Organisation mondiale du commerce qui a été créée à Marrakech au Maroc. À part les organisations commerciales, il y a eu des organisations monétaires. Il y a par exemple le Fonds monétaire international, le groupe des 10, le groupe des 5, le groupe des 7, on en parlera tout à l'heure, l'OCDE. Il y a eu aussi des coopérations d'ordre économique pour l'aide au développement, la Banque mondiale et puis les différentes banques qui dépendent d'elle, etc. Donc la coopération commerciale, vu l'importance du commerce, surtout après la Seconde Guerre mondiale, le commerce est devenu tellement intense, il a doublé, même triplé par rapport au niveau des productions. L'acteur principal est devenu la firme multinationale. Donc la coopération était indispensable. D'abord, elle a démarré par la coopération Nord-Sud. Et puis après, elle s'est développée par la coopération Est-Ouest. Après, elle devient la coopération Sud-Sud. Donc, dans le cadre de toutes ces coopérations, on avait besoin d'organisations internationales pour essayer d'organiser le commerce à l'échelle mondiale, l'économie à l'échelle mondiale. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le GATT, qui deviendra par la suite l'Organisation mondiale du commerce, avait ses propres bases, ses propres conseils, etc. Donc, la problématique qui se pose actuellement, est-ce que cette Organisation mondiale du commerce, qui a été prévue dès le départ pour une bonne organisation du commerce mondial, est-ce que c'est une organisation qui est juste? Est-ce que le commerce se fait à égalité entre les pays riches et les pays pauvres? C'est toujours un point d'interrogation parce qu'il faut bien se mettre dans la tête que toutes ces organisations internationales, ils sont pour le profit et pour l'intérêt des pays riches parce qu'ils sont dirigés par les grandes puissances. Même si, en général,
ces organisations, il y a les représentants des pays riches, c'est ce qu'on appelle le G10, c'est les 10 pays les plus industrialisés. Il y a le G24, c'est-à-dire le représentant des pays en développement. C'est un groupe qui était au début appelé le groupe des 77. Après, on l'a appelé aussi le groupe des non-alignés. Maintenant, on l'appelle le groupe des 24. C'est pour essayer de représenter les pays en développement. Au niveau le Fonds monétaire international, nous savons qu'il a un rôle, surtout monétaire, pour aider les pays en difficulté. Mais malheureusement, nous voyons très bien que le Fonds monétaire international, il était responsable de pas mal de crises au niveau des pays, surtout asiatiques. Le monde a vécu la crise de 2007-2008. Le Fonds monétaire international était incapable de faire face à cette crise. Actuellement, nous vivons de grands problèmes monétaires, notamment l'économie marocaine avec l'endettement, etc. Le Fonds monétaire international est incapable de faire face à toutes les crises des pays en développement. De la même manière, nous voyons l'Organisation des Nations Unies, c'est une autre organisation qui a un but, chercher la sécurité, chercher le développement à l'échelle mondiale. Donc il y a pas mal d'organismes qui dépendent aussi de l'ONU, qui ont des spécialités dans différents domaines, que ce soit la FAO au niveau agricole ou le PAM, programme alimentaire, que ce soit l'UNESCO sur le plan culturel, que ce soit l'UNICEF pour l'enfance. Toutes ces organisations internationales, ils ont un rôle dans le développement économique, mais on remarque ces organisations, que ce soit le Fonds monétaire, que ce soit la Banque mondiale au niveau de développement économique, que ce soit toutes ces organisations qui dépendent de l'ONU, ils ont actuellement, on remarque qu'ils ont toutes des limites parce qu'ils sont incapables de faire face à tous les problèmes que vit le monde actuellement, surtout au niveau des pays en développement. Là, nous voyons aussi l'Organisation mondiale actuellement de la santé, qui s'avère aussi incapable à faire face à ce problème actuellement au niveau mondial. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces organisations qui ont été créées, ils sont créés surtout par les pays riches, ils sont dirigés par les pays riches, ils sont plus ou moins au détriment des pays pauvres. Nous voyons même ce qui se passe en Afrique. Ces organisations imposent aux pays africains d'être soumis aux firmes multinationales des pays développés pour la fixation des échanges, pour la fixation des prix des matières premières. Donc, les organisations internationales jouent beaucoup plus pour l'intérêt des pays riches et non pour l'intérêt des pays en développement. Alors, j'achève les deux chapitres que je voulais vous expliquer et j'insiste beaucoup sur l'intérêt de l'économie internationale et quelles leçons peut-on en tirer actuellement, surtout avec cette guerre sanitaire. Vous voyez bien que le monde est très dépendant. Les pays sont dépendants les uns des autres. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont critiquées. Il y a le libéralisme qui est remis en question, la mondialisation qui est remise en question. Et il y a beaucoup de leçons à tirer en conséquence. Il n'y a pas seulement le Maroc qui doit préparer un nouveau modèle de développement. Il y a aussi maintenant tous les pays du monde, parce que cette crise a envoyé automatiquement un signal d'alarme au niveau mondial pour montrer qu'il faut qu'il y ait dans tous les pays des modèles de développement. Il faut qu'il y ait de nouvelles priorités au niveau mondial, parce que jusqu'à présent, on a donné de l'importance depuis la révolution industrielle du XVIIIe siècle jusqu'à maintenant, depuis l'installation du capitalisme, on a remarqué qu'on a donné beaucoup d'importance à l'économique, au profit, à l'industrialisation, à la recherche de l'intérêt, surtout dans les pays riches, au rôle des firmes multinationales, à l'accumulation du capital à l'échelle mondiale, au détriment d'abord de l'homme et donc au détriment du social et au détriment de la nature. Donc cette guerre sanitaire maintenant, comme je viens de vous le dire, c'est comme un message envoyé à toutes les nations qui doivent reprendre leur modèle de développement en fixant de nouvelles priorités. De la même manière, c'est un signal même pour les pays en développement, notamment le Maroc,
chacun doit compter maintenant sur ses propres forces internes, sur ses propres potentialités, sur ses propres atouts et chercher beaucoup plus une indépendance vis-à-vis des nations. Parce qu'un mal, un fléau qui arrive à l'échelle mondiale, il est automatiquement attaqué dans tous les pays du monde. Donc il est temps de changer les modèles de développement, il est temps de penser à de nouvelles priorités. Et donc cette guerre sanitaire était comme un moyen, un signal d'alarme pour tous les pays du monde et aussi les pays en développement, notamment l'économie marocaine. Et que Dieu nous sauve. Et je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne réussite à la fin de l'année. Et merci.